Il est traduit en 42 langues à travers le monde. C'est l'écrivain francophone le plus lu sur la planète. Bonjour Guillaume Musso. Bonjour Patrick, bonjour à Et tous. quand je dis cela, je dis aussi que j'accueille un artisan, presque, je dirais presque un artiste, un écrivain devant sa feuille blanche, qui comme ça vient voir ses lecteurs. Et là, c'est un nouveau livre, on va en parler parce que c'est un événement. Et à chaque fois, vous racontez des choses avec, j'allais dire, un sentiment d'être humble, le sentiment de repartir à zéro. J'espère, oui. En tout cas, moi, c'est toujours mon état d'esprit. Écrire à l'instant T et dans la mesure de mes capacités le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. Et surtout me remettre dans l'état d'esprit qui était celui que j'avais lorsque j'écrivais mon premier roman, sans même savoir si j'allais être publié ou pas. C'est important de ne pas écrire en se disant vous allez être lu par 10 000, 100 000 personnes, parce que ça vous paralyse. Oui, là, et même plus. Je crois Oui, tirage bien de sûr, 400 000 bien sûr. exemplaires, le premier tirage. Voilà. Oui, mais tout ça est un jeu, en fait. Vous savez, Pérec disait « la littérature est un jeu qui se joue à deux ». Et moi, j'écris toujours mes romans en disant, voilà, le roman, l'écrivain en écrit une partie et l'autre partie, c'est le lecteur qui l'écrit. Oui. Ah oui. Oui, parce qu'il y a le roman, du roman dans le roman. Et c'est un peu ça qu'on retrouve aussi dans ce nouveau livre. Oui, c'est qu'au fond, il y a à la fois l'intérieur et l'extérieur. C'est qu'au fond, il y a les deux. C'est un puzzle littéraire, c'est-à-dire un roman à suspense, mais qui se passe effectivement dans le milieu de la création littéraire, avec ce que ça peut avoir d'excitant et ce que ça peut avoir aussi de triste lorsque l'écrivain n'arrive plus à écrire ou lorsque l'écrivain, pour une raison dans mon roman inconnu, s'arrête d'écrire. Oui. Et au fond, on s'interroge sur la pérennité de l'art. Il y a un moment, un personnage, il dit, mais on peut me tuer, moi, mais on ne pourra pas tuer mes livres. L'éternel débat entre l'artiste et les œuvres. Vous pouvez tuer l'artiste, mais vous ne pourrez jamais tuer les œuvres. Oui, parce que c'est un thriller, c'est un polar en quelque sorte, il y a un suspense. Il y a une situation particulière d'un homme disparu mais toujours vivant, qui vit sur une île, qui est un auteur à succès mondialement réputé, et puis un autre artiste, j'allais dire écrivain, En devenir. Qui va aller percer en quelque sorte son mystère. Qui va aller frapper à sa porte, accompagné d'une journaliste, et qui est persuadé que cet homme, Nathan Falls, s'est arrêté d'écrire il y a 20 ans pour une raison, parce qu'il cache un secret. Et donc on a ces deux enquêteurs en herbe qui veulent percer le mystère de Falls. Moi, j'aime bien dire que j'écris des thrillers intimes, c'est-à-dire c'est pas des romans à suspense dans lesquels il y a des cascades, il y a des meurtres sanglants. C'est un roman dans lequel le suspense est avant tout mental, où on est au cœur des tourments des personnages et où, comme disait Hitchcock disait j'aime filmer mes personnages à hauteur d'homme. Moi, je veux décrire les tourments de mes personnages en étant au plus proche comme ça de leur émotion. Oui, à un moment, il y a un dialogue qui dit « La seule relation valable avec l'écrivain, c'est de le lire ». Oui, c'est un peu pour m'inscrire contre cette tendance qu'on peut avoir aujourd'hui à finalement s'intéresser d'abord à la vie de l'écrivain avant de s'intéresser à ses textes. Et j'aime bien cette phrase de Margaret Atwood qui dit « Mais finalement, s'intéresser à la vie d'un écrivain parce que... sous prétexte qu'on l'aime, c'est comme s'intéresser à la vie du canard sous prétexte qu'on aime le foie gras. » Oui. Tu passes des nuits à suer sang et eau pour écrire une phrase. C'est ça le destin de l'écrivain et qui après se dit, mais finalement même cette phrase, les lecteurs n'en auront rien à faire, peut-être. Il y a toujours ce côté schizophrénique un peu de l'écriture, c'est-à-dire que voilà, pendant 10 mois ou plus, vous vivez de façon très très solitaire, chez vous, 10 heures par jour, dans un monde imaginaire, à parler avec des personnages qui n'existent pas. Donc tout ça n'est pas glamour du tout. Et après, pendant 2 mois, voilà, vous allez rencontrer des lecteurs, vous allez faire la promotion de votre livre. Donc vous passez d'une solitude assez extrême à quelque chose finalement d'assez ouvert, avec une sociabilité intense. Et ça m'a toujours frappé, depuis 15 ans que j'écris et que je publie des romans, ce côté... très ambivalent de l'activité d'écrire m'a toujours interpellé. Oui, parce que derrière, le personnage principal, il s'isole complètement. Il ne fait pas comme vous, Guillaume, il ne donne pas d'interview du tout. Lui, il a décidé, effectivement, pour une raison mystérieuse, de ne plus écrire, après avoir écrit 3 romans devenus cultes.
Et on a cette journaliste, cette jeune journaliste suisse qui vient, qui frappe à sa porte et qui lui dit, voilà, je vais vous raconter une histoire. Et une fois que j'aurai commencé à vous raconter cette histoire, vous ne pourrez plus faire autrement que de vous remettre à écrire pour en écrire la suite et la fin. Parce que cette histoire vous concerne et parce que vous allez devoir trouver la fin. Ouais. Et donc on a cet homme qui d'un seul coup voit arriver cette femme qui met un petit peu de soleil dans sa vie, qui égaye un petit peu sa solitude. Et à la fois, il sent très bien que c'est aussi un danger et que elle est aussi là pour le perdre. Et c'est aussi ces situations lorsque, dans la vie, parfois, on sait très bien qu'on va dans le mur et pourtant on continue d'y aller parce que ça peut être vrai en amour d'ailleurs. Vous savez bien parfois qu'il ne faut pas aller, qu'il faut pas ouvrir cette porte-là, mais vous l'ouvrez quand même. Oui, oui, oui. Et puis derrière, il y a le questionnement sur la création, on le disait, sur la réalité, au fond, qui inspire l'écrivain, mais qui, au fond, n'est pas la réalité lorsque l'écrivain la transcrit. Complètement. Moi, il y a toujours les deux grandes questions qu'on me pose toujours quand je rencontre des lecteurs. C'est à la fois d'où vous vient l'inspiration et est-ce que cette histoire a une part d'autobiographie. Et finalement, cette histoire-là, c'est un peu une réponse à toutes ces questions sur d'où viennent les idées, sur comment les idées prennent forme, pour aboutir finalement, vous savez, moi j'ai coutume à dire tout fait farine dans mon moulin. C'est-à-dire que, comme dit Ionesco, un écrivain n'est jamais en vacances. Soit un écrivain écrit, soit il pense à ce qu'il va écrire. Finalement, moi, depuis l'âge de 15 ans, je sais que je veux devenir romancier. Je me lève tous les matins en étant aux aguets pour saisir une situation, un flash, un dialogue, une histoire potentielle. Et c'est devenu une seconde nature. Oui, oui. Et ce qui est fantastique, on ne révélera évidemment pas ce qui se passe dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, on a Guillaume Musso qui apparaît. Oui, et parce que là, derrière, on ne se cache plus. C'est qu'au fond, on découvre que vous êtes là, vous êtes vous, Guillaume Musso, à l'intérieur de cette histoire-là. Il y a un personnage, effectivement, du roman qui est romancier et qui s'appelle Guillaume Musso. Ça reste un Guillaume Musso de fiction, mais on atteint exactement l'endroit où je voulais aller, à savoir l'extrême limite entre l'endroit où la réalité et la fiction, finalement, vont se mélanger. Et c'est toujours ce qui m'a plu dans l'écriture, c'est que la vie nourrit la fiction et à un moment, il y a toujours ce moment où la fiction, finalement, finit par éclabousser la vie aussi. Oui, c'est magnifique. Il y a des influences, beaucoup de références littéraires, Philippe Roth. Oui, enfin, c'est un livre qui La parle... correspondance de Camus à Maria Casares. C'est un livre qui parle de mon amour des livres, qui parle sérieusement de la littérature sans se prendre au sérieux. Mais j'aime que quand on lit un roman, j'aime bien qu'on ait envie d'en lire aussi d'autres. Et j'ai toujours été élevé comme ça par une mère bibliothécaire qui me disait que finalement le savoir était cumulatif et que un roman en entraînait un autre, un film en entraînait un autre et que finalement l'important c'est de prendre du plaisir dans ça. C'est que le savoir, la connaissance, la lecture, certes c'est utile pour les études, mais ne boudons pas aussi le côté gourmand. On parlait de Bernard Pivot hors antenne et on disait voilà, on avait été tous les deux sensible à la gourmandise de Pivot et à son sens du partage. Oui, on se disait, Nabokov, interviewé par Pivot. Complètement. Alors Nabokov qui influence aussi, quelque part, il est aussi dans ce livre. Oui, ce livre, en fait, le personnage de Nathan Fols, l'écrivain qui n'écrit plus depuis 20 ans, est un peu une cristallisation de tous ces auteurs, comme Salinger, qui finalement a écrit un roman principal et ensuite s'est caché pendant sa vie entière. Milan Kundera, qui, depuis 1986, parle presque plus aux journalistes. Elena Ferrante, dont on ne connaît même pas l'identité exacte. Donc ces figures d'auteurs qui, finalement, à un moment, ont toujours essayé de s'extraire des rituels convenus de la promotion pour essayer de gagner des degrés de liberté. Oui, mais alors, question difficile, Guillaume Musso, est-ce qu'on vous connaît, vous ? Est-ce que vous êtes celui que l'on... ou est-ce que vous vous cachez dans vos livres ? Je cite la phrase de Gabriel Garcia Marquez. Chaque individu a 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie
secrète. Et ce jardin secret qu'on porte tous en nous, c'est finalement, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour des big data, autour de ce que, voilà, dans ce désir de transparence absolue. Et pour moi, la transparence absolue, ça veut dire la fin du mystère. Et le mystère, pour moi, c'est la fin du mystère, c'est la fin de l'amour. Parce que souvent, l'amour est nourri par ce qu'on aime dans l'autre, c'est sa part inaccessible, donc sa part de mystère. Donc j'espère que tout le monde garde sa part de mystère. Oui, oui. Mais quand on parlait d'amour, je reviens là-dessus, c'est l'amour des lecteurs pour vous. Non, alors parce que ça, c'est quelque chose qui est très fort dans cette relation. Vous dites, au fond, ce n'est pas complètement moi. J'ai beaucoup Guillaume Musso. de gratitude par rapport aux lecteurs qui, depuis 14 ou 15 ans, m'ont suivi sur des histoires très, très, très différentes. Au début, sur des histoires à tonalité plutôt surnaturelle. Après, sur des thrillers et aujourd'hui sur des suspens psychologiques plus intimes. Et voilà, effectivement, je trouve ça tout le temps miraculeux, joyeux. Et bien sûr, je ne peux rien demander d'autre que essayer de continuer à pouvoir, à chaque fois, essayer de faire de mon mieux pour que les gens me disent, voilà, j'ai passé un moment agréable avec vous. Pendant un moment, j'ai mis ma vie, mon quotidien entre parenthèses pour partir là, sur l'île de Beaumont et en revenir, comme disait Pivot, il disait, voilà, la lecture, c'est bien pas pour se couper des autres ou du regard des autres, mais pour en revenir aussi en étant plus riche et instruit et pour pouvoir investir et goûter la vie réelle avec plus d'avidité. Oui, et vos lecteurs vous disent merci d'être libre, au fond. Merci de ne pas vous sentir prisonnier de nous. Mais oui, parce que finalement, vous savez, quand vous essayez de mettre trop de contraintes dans l'art ou de vous mettre une pression, voilà, tout ça n'aboutit à rien. Et je reviens... souvent, on dit il y a 3 règles pour écrire un roman. Malheureusement, personne ne les connaît. Alors moi, j'en connais au moins une. Pour moi, c'est essayer d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur et jamais perdre cette idée de jubilation dans le plaisir de lire et dans le partage. Moi, il n'y a rien que je préfère plus qu'arriver à la fin d'un bon livre et de me dire « Waouh, je me suis bien fait avoir ». Et c'est ce que j'essaye un peu de faire partager aux lecteurs. Oui, oui. Il y en a un qui nous a bien eu, c'est Victor Hugo, hein, avec Notre-Dame de Paris, parce que tout le monde a ressorti les passages. Oui, on a l'impression qu'il a écrit exactement ce qu'on a vu sur tous les écrans il y a quelques jours. C'est quand même incroyable. C'est un auteur qui dit, voilà. Hugo est un génie. Mais Hugo n'a jamais cessé d'être lu, d'être aimé par les lecteurs. Oui, il dit une fumée s'élèvera de la rosace, etc. Des flammes partiront. C'est incroyable. Et oui, et lorsqu'il a écrit ça, Notre-Dame tombait en ruine. Et Notre-Dame de Paris, écrit par Hugo, a beaucoup fait pour redonner à la cathédrale son rôle majeur. Ça voudrait dire, comme disait Aragon, le poète a toujours raison, comme le chantait Jean Ferrat. Au fond, les écrivains ont raison. Non, je pense qu'on peut... Je ne sais pas, moi, ces débats me dépassent un peu. Les écrivains, il y a tellement d'écrivains différents, tellement de formes différentes. Voilà, moi j'essaye de faire des romans qui, à la fois, permettent au lecteur de s'évader et de revenir vers la vie, voilà, en étant un peu plus heureux. Ça serait déjà bien. Merci Guillaume Musso. Merci pour donner ce bonheur à vos lecteurs. Et voilà, c'est le pied, ça s'appelle donc La vie secrète des écrivains. C'est le nouveau Guillaume Musso chez Calman Levy. C'est un livre absolument formidable, différent des autres et que l'on ne lâche pas. Et puis je dis que voilà, sort en livre de poche, je vais dire les chiffres, 700 000 exemplaires qui sont présentés après l'énorme succès de La jeune fille et la nuit, le best-seller. Merci d'avoir fait figurer je vous en prie, mon nom sur ce livre. Merci Guillaume Musso. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt.